Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Drame au Malawi, l'avion du vice-président Saulos Chilima qui avait disparu des radars a finalement été retrouvé accidenté ce 11 juin. Aucun des 10 passagers qui étaient à bord de l'appareil n'a survécu. La position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU a été réaffirmée le 10 juin lors de la 11e réunion ministérielle du C10 à Alger. L'accent a été mis sur la volonté d'une présence permanente de l'Afrique au sein de l'instance de décision des Nations Unies. Et le Nigeria met en place une nouvelle stratégie pour relancer l'industrie du coton et du textile confrontée à des difficultés économiques depuis plus d'une décennie. Un investissement de 3,5 milliards de dollars a été annoncé le 10 juin par les autorités. Le Malawi est en deuil. Le vice-président Saulos Chilima, âgé de 51 ans, a perdu la vie dans un accident d'avion. L'appareil avait disparu des radars ce lundi, peu de temps après son décollage dans le nord-est du pays. L'épave a été retrouvée ce mardi 11 juin. Aucun des 10 passagers à bord de l'appareil n'a survécu. Plus de détails avec Séverin Douque. La nouvelle a été confirmée en début d'après-midi, ce 11 juin 2024, par le président de la République, Lazarus Chakwera. La carcasse de l'avion qui transportait le vice-président Saulos Chilima et 9 autres personnes a été retrouvée dans une région montagneuse de la localité de Chikangawa, dans le nord-est du pays. Aucun des 10 passagers n'aura survécu au crash. L'avion a été retrouvé. Je suis profondément attristé et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie. L'avion a été retrouvé complètement détruit et il n'y a aucun survivant. Tous les passagers à bord ayant été tués sur le coup. L'avion avait décollé de la capitale Lilongwe peu après 9h, heure locale, le 10 juin 2024, à destination de Nzuzu, à 370 km au nord-est du pays, où le Premier ministre se rendait pour des cérémonies funèbres et devait atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Nzuzu vers 10h. Le président de la République, Lazarus Chakwera, et la nation malawite déplorent la perte d'un homme d'État. Je peux imaginer la douleur et l'angoisse que vous ressentez tous en ce moment, ainsi que la douleur et l'angoisse que vous ressentirez tous dans les jours et les week-ends à venir, alors que nous pleurons cette terrible perte. Économiste et homme politique malawite, Saulos Chilima a pris fonction comme vice-président du Malawi le 28 juin 2020 en remportant la majorité avec le candidat à la présidence, Lazarus Chakwera. Saulos Chilima a également été ministre de la Planification économique et du Développement ainsi que responsable des réformes du secteur public, poste qu'il a Peter Mutharika. Également dans l'actualité, au Gabon, l'adoption de la future loi électorale divise les députés. C'est dans ce contexte qu'une sous-commission a été créée le 10 juin par l'Assemblée nationale gabonaise pour examiner le nouveau code électoral sur la base duquel doivent être organisées les prochaines élections. Un projet que le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Imongo, est venu défendre ce lundi devant les députés, car l'adoption de ce projet de loi doit permettre d'organiser le référendum constitutionnel prévu avant fin décembre 2024, selon le chronogramme de la transition. La sous-commission créée ce lundi a jusqu'à 10 jours pour finir d'examiner ce projet de loi électorale. Le plaidoyer des pays africains pour réformer le Conseil de sécurité de l'ONU reste d'actualité. La position africaine pour une présence permanente au sein de cette instance de décision des Nations Unies a été réaffirmée ce 10 juin en Algérie. C'est à l'occasion de la 11e réunion ministérielle du C10, le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les précisions de Eugène Chema et Ruth Moussi.
Réparer l'injustice historique imposée au continent africain depuis la création du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1946 en permettant la présence permanente d'États africains dans cette instance de décision garante de la paix et de la sécurité internationale, position défendue par les dirigeants africains et réaffirmée à Alger le 10 juin à l'occasion de la 11e réunion ministérielle du Comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est aujourd'hui touchée par de nombreux conflits. Or, au sein de la première institution mondiale pour la paix et la sécurité, notre voix est très silencieuse. Nous demandons aujourd'hui que cette injustice historique soit corrigée et que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil. Le Conseil de sécurité doit refléter les réalités géopolitiques actuelles. Un des organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, a parmi ses objectifs de maintien de la paix et de la sécurité internationale le règlement des problèmes internationaux entre États en encourageant les droits de l'homme. Tous les États sont tenus de se conformer aux décisions du Conseil. Depuis sa création, l'instance compte 5 membres permanents et 10 États non permanents qui sont réélus chaque 2 ans. Cependant, seuls les membres permanents, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni disposent du droit de veto qui permet de bloquer une résolution de l'ONU. L'Afrique, qui fait face à de nombreux conflits, souhaite être présente dans l'instance pour mieux faire valoir ses points de vue. Les discussions sur l'élargissement et la démocratisation du Conseil de sécurité, pour qu'il soit juste et efficace, rencontrent des résistances. Il est temps que les membres du Conseil envisagent cette réforme, car l'Afrique est là. C'est le siècle de l'Afrique et les voix africaines doivent être entendues au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique, à travers le C10, créé en 2005, demande d'avoir au Conseil de sécurité de l'ONU 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires. Le 6 juin 2024, la Somalie a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, à compter du 1er janvier 2025, remplaçant le Mozambique au niveau de la représentation africaine. Produire, transformer et consommer local, c'est le combat de l'industrie du textile au Nigeria. Le pays dépenserait chaque année près de 4 milliards de dollars en importation de vêtements. C'est donc pour enrayer cette tendance et relancer l'industrie du coton, du textile et de l'habillement que les autorités nigérianes ont annoncé ce 10 juin un investissement de 3,5 milliards de dollars dans ce secteur. Un sujet de Sarah Meyele commenté par Ruth Moussi. Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé le 10 juin 2024 un nouvel investissement de 3,5 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie textile et l'ensemble de la chaîne de l'habillement dans le pays. L'usine textile de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, est l'une des plus grandes industries textiles du pays, mais elle est confrontée depuis plus de 14 ans à des difficultés économiques, mettant des milliers de Nigérians au chômage. Le gouvernement compte donc sur ce plan de résurgence pour redresser la situation. Cette industrie est l'une des principales contributrices au secteur manufacturier de l'économie, avec un énorme potentiel d'emploi pour la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, une grande capacité à générer des recettes d'exportation et à attirer des investissements directs étrangers, réduisant ainsi la pauvreté. Des défis tels que la contrebande rampante, l'importation incontrôlée, l'approvisionnement erratique en électricité, l'insécurité croissante ont contribué à la fermeture de la plupart des industries textiles au Nigeria, selon les producteurs de coton. Les données les plus récentes du Bureau national des statistiques montrent que le textile a apporté une contribution de 1,75% au produit intérieur brut du Nigeria au premier trimestre 2024, ce qui en fait l'une des industries les moins performantes du pays. Le textile, les grenages, les moulins à huile, nous sommes confrontés à un sérieux problème d'énergie. Il en va de même pour les autres sources d'énergie comme le diesel. Nos frontières sont poreuses. Il y a de la contrebande de nos vêtements usagés. Les textiles ont donc beaucoup de mal à produire, à vendre et à rentrer dans leurs frais.
Nous avons vraiment beaucoup de défis à relever et nous prions pour que le gouvernement soit en mesure de faire quelque chose à ce sujet. Dans les années 1970 et 1980, le Nigeria a été un centre industriel pour la production textile avec environ 180 usines textiles et plus d'1 million de Nigérians employés. Les actions du gouvernement fédéral visent donc à réorganiser l'industrie du coton, du textile et de l'habillement au Nigeria en collaboration avec les partenaires du développement et le secteur privé. Le Sénégal vient d'entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a produit ce mardi 11 juin son premier baril d'or noir. L'opération s'est faite dans le champ de Sangomar, au large des côtes sénégalaises. Une capacité de production de 100 000 barils par jour est annoncée pour la première phase de développement. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le Sénégal a produit son premier baril de pétrole offshore à partir du champ de Sangomar. Woodside Energy Company a annoncé le 11 juin avoir produit et expédié avec succès le premier baril de pétrole du champ de Sangomar situé au large du Sénégal. D'un coût compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, cette première phase comprend un total de 23 puits dont 21 ont été forés et complétés. Ce projet marque un tournant majeur puisqu'il s'agit du premier projet d'exploitation pétrolière offshore du pays et représente une étape importante dans le secteur énergétique du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives au pays en termes de production d'hydrocarbures. Exploité en consortium par l'entreprise nationale sénégalaise Petrosen et son partenaire au consortium qui est l'Australien Woodside Energy, le gisement pétrolier Sangomar vient de connaître son first oil, autrement dit sa première production de barils bruts. Il s'agit d'une prouesse à la fois technique, historique, géostratégique et économique qui positionne d'office le Sénégal au rang des producteurs d'or noir en Afrique. La phase 1 de développement comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour reliée à des infrastructures sous-marines permettant des phases ultérieures d'expansion. Baptisé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président sénégalais, le FPSO a amarré à 100 km des côtes avec un stockage de 1,3 million de barils. La plateforme flottante FPSO commise à l'exploitation de ce gisement, Sangomar, est d'une capacité de 100 000 barils jour qui propulsera directement le Sénégal au rang de pays producteurs émergents sans passer par la case initiale de producteurs mineurs. Pour le Sénégalais lambda, il s'agit effectivement d'espérer voir une répercussion assez intéressante sur les produits dérivés de cette production pétrogazière. Chiffré entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, l'estimation des coûts pour cette première phase reste dans les clés annoncées précédemment par Woodside. Le groupe prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter progressivement la production en 2024. Selon le FMI, la croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Gros plan à présent sur une initiative portée par un ancien footballeur professionnel guinéen. L'Asprog est une association créée par Morlaye Sylla. Son but, aider les anciens footballeurs guinéens qui évoluent en Europe. Plus de détails avec José Douglas. Installé en France, l'ex-joueur international guinéen Morlaye Sylla ne veut pas oublier son pays et c'est tout naturellement qu'il a décidé, après sa carrière, de créer l'association Asprog qui rassemble les anciens footballeurs guinéens qui évoluent à l'étranger, dans le but également de faire la promotion du football guinéen. 2 manifestations sont programmées le 12 octobre 2024 à Nantes, en France, et au mois de février 2025 chez lui, en Guinée-Conakry. Issus de près, les jeunes talents comme Isiaga Sylla de Montpellier, Ibrahim Diakité de Reims, Mohamed Bayo de Lille ou encore Morgane Guilavogui du RC Lens
et bien sûr d'autres joueurs. L'année dernière, on était invité par la communauté guinéenne pour la fête d'indépendance à Nantes. Et c'est l'accueil qui a été vraiment réservé, qui nous a poussé à aller faire un événement à travers un artiste guinéen, Bambino, qui nous a promis de faire 2 concerts. Un concert en Europe ici et un concert en Guinée. C'est pour venir en aide, c'est-à-dire pour la mise en place d'un fonds de solidarité pour les anciens footballeurs guinéens. Et quand on voit l'état de santé de certains de nos frères en Guinée, ils sont vraiment pitoyables. Moraï Silla fut capitaine d'équipe en sélection et chez les juniors, ancien joueur du FC Gangam et AS Kalou de la Guinée, ainsi que le FC 105 du Gabon. Il a joué également en France, à Toulouse et à Brive en tant que défenseur central et suit de près l'évolution des jeunes footballeurs guinéens en leur prodiguant des conseils. Donc nous, les anciens footballeurs, on n'a pas bénéficié d'un apport de l'État, c'est-à-dire comme les artistes. Les artistes, au temps de l'ancien pouvoir, ils ont bénéficié d'un apport, c'est-à-dire ils ont mis une structure en place. Au sein de son association, Moraï Silla est très fier de voir à ses côtés Moraï Souma, Pascal Feidono, Abdul Karim Silla, dit Dakino ou encore Ousmane Bangoura. Il souhaite que les 2 manifestations du 12 octobre 2024 et celle de février 2025 soient un véritable succès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.